En 1938, une incroyable expédition prend le départ pour les terres sacrées du Tibet, au fin fond de l'Himalaya. Cette mission était une extraordinaire réussite. Ils ont passé des mois dans cette étrange contrée. À la tête de l'équipe d'explorateurs constituée d'éminents scientifiques nazis se trouve un aventurier haut en couleur. C'est l'Indiana Jones du Troisième Reich. Il a été envoyé par l'homme le plus craint de toute l'Allemagne nazie, Heinrich Himmler. Sa mission est à la fois ambitieuse et audacieuse. Il doit établir le lien entre les Aryens allemands et les surhommes d'un empire disparu. Si seulement le Tibet, le pays des neiges, voulait bien livrer tous ses secrets. Voici la quête du chef de la SS, Heinrich Himmler, sur les traces du fabuleux peuple disparu de l'Atlantide. En 1936, Ernst Schäfer est une étoile montante de l'Allemagne nazie. Ce zoologue de 26 ans vient d'être convoqué aux quartiers généraux de la SS à Berlin. Il doit rencontrer l'homme le plus puissant et le plus dangereux du Troisième Reich, Heinrich Himmler. En tant que Reichsführer, Himmler est à la tête d'une section paramilitaire de 250 000 hommes, la SS. Une armée de noirs vêtus qui a pour mission d'assurer la suprématie de la race allemande. Il est le chef de toutes les polices sur le territoire allemand, y compris de la Gestapo, la police secrète. C'est lui qui organise l'arrestation et la détention des Juifs, et qui coordonne les camps de concentration dont le nombre augmente sans cesse. La SS est un immense réseau, tentaculaire, qui a une influence sur toute l'Allemagne. Et Himmler en est le chef. Himmler veut aujourd'hui attirer au sein de la SS le jeune scientifique Ernst Schäfer afin de lui soumettre un problème. Les nazis sont convaincus que les Allemands sont la race dominante, destinée à régner sur le monde. En s'appuyant sur cette idéologie, ils peuvent justifier la domination de l'Europe et la haine des Juifs. C'est pourquoi Himmler voudrait prouver scientifiquement la supériorité de la race allemande. Himmler s'intéresse alors à un mythe très ancien, celui de la cité perdue de l'Atlantide. Selon la légende, l'Atlantide était un vaste continent dans l'océan Atlantique. Ses habitants constituaient l'élite de l'humanité et auraient conquis et dominé toutes les autres cultures. L'Empire s'étendait de l'Europe à l'Afrique et à l'Amérique du Sud. Himmler est convaincu que l'Atlantide n'est pas un mythe, mais une réalité historique. Himmler s'est mis en tête que l'Atlantide avait réellement existé. Ce n'était pas qu'un mythe, mais une vérité scientifique. L'Atlantide était bien réelle. Prouver que les descendants des Atlantes étaient en réalité le peuple allemand n'est pas aisé. L'île de l'Atlantide aurait disparu en un jour et une nuit, détruite par les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, et engloutie par l'océan à tout jamais. Mais Himmler pense que la civilisation atlante n'a pas succombé au cataclysme. Il croit au contraire qu'elle a prospéré et donné naissance à toutes les grandes civilisations. Les Grecs, les Romains, les Mayas, les Aztèques d'Amérique du Sud et même les Égyptiens. Selon lui, la culture de tous ces peuples inférieurs a été héritée de la civilisation supérieure de l'Atlantide. Le thème central de cette thèse est le concept de race. Le mythe de l'Atlantide, ainsi présenté, est empreint de racisme. C'est une race supérieure dont la culture est propagée à travers le monde entier. Himmler confie une mission très spécifique à Schäfer. Mener une expédition scientifique pour la SS
et lui apporter la preuve que les Allemands aryens sont les descendants de la race supérieure atlante. Himmler a choisi Schaeffer en particulier non pour ses compétences scientifiques, mais parce que c'est un explorateur de renom. Dans l'Allemagne des années 30, le docteur Ernst Schaeffer est une figure héroïque. Il a fait partie de 2 expéditions américaines au Tibet. Scientifique méticuleux et amateur de chasse, il adore les mammifères et les oiseaux. Il les étudie dans leur habitat naturel et il les chasse. Ambitieux, il cultive une image de jeune aventurier talentueux au travers de livres qui racontent ses exploits et qui font de lui une célébrité en Allemagne. Dans l'inconscient collectif, il devient l'archétype de l'Allemand idéal. Je pense que c'est là qu'Himmler a vu en lui un personnage héroïque, courageux, doué physiquement. Un Indiana Jones du Troisième Reich, si vous voulez. Schaeffer semble être la personne idéale pour mener cette expédition scientifique au Tibet. Et Himmler l'assure de son soutien personnel. Himmler explique à Schaeffer qu'il y a très longtemps, les survivants de l'Atlantide ont fondé une grande civilisation en Asie, dans l'un des pays les plus malmenés par les siècles, une contrée mystérieuse et reculée, le Tibet. Pour Himmler, le Tibet est extrêmement attirant. Les surhommes de la race aryenne sont allés là-bas et ont rebâti leur culture dans les vastes régions du Tibet, coupées du reste du monde. Dans les années 30, le Tibet est une des dernières zones encore vierges de toute exploration scientifique. Situé au cœur de l'Asie, isolé par les montagnes de l'Himalaya, le plateau tibétain s'étend sur près de 2,5 millions de kilomètres carrés, à une altitude de plus de 4000 mètres. Est-ce que cette forteresse naturelle aurait pu abriter les survivants de l'Atlantide? Si tel est le cas, Himmler considère que l'isolement les a préservés de toute mixité raciale. Des hommes de race pure, cousins distants de la race supérieure allemande. Il suffirait que quelqu'un perce les mystères du Tibet pour montrer que ces surhommes ont vécu là-bas il y a très longtemps. Ce serait une formidable preuve pour appuyer son raisonnement. L'Allemagne moderne, le mouvement nazi et les Aryens d'Allemagne sont liés à ces surhommes. Le Tibet est une des dernières contrées encore inexplorées. Organiser une expédition là-bas fera forcément beaucoup de bruit. Pour Schaeffer, l'ambitieux, qui se trouve à la tête de sa propre équipe, cette expédition au Tibet est un rêve devenu réalité. Pourtant, il sait qu'être un scientifique au service de la SS nécessite quelques compromis. En 1935, Himmler crée l'Ahnenerbe, un groupe de recherche au sein de la SS, dont le but est d'apporter des preuves scientifiques de la validité des théories nazies. L'idée est d'encourager certains scientifiques à étudier le passé des peuples allemands et d'avaliser ainsi leur position de peuple dominant en Europe. L'Ahnenerbe recrute essentiellement des scientifiques peu scrupuleux et prêts à tout, y compris à saccager le passé de l'Allemagne pour mieux le glorifier. Pour résumer, l'objectif de l'Ahnenerbe est de réécrire l'histoire. Himmler prétend que c'est une réappropriation du véritable passé de l'Allemagne. C'est pour cette raison qu'il a convoqué l'archéologie, la philologie, la sémantique, l'anthropologie. En fait, tout ce qui se termine par ologie ou par onomie est un moyen pour l'Ahnenerbe de redécouvrir le véritable passé glorieux du peuple allemand. L'État allemand, à cette époque, l'État nazi, au travers d'Heinrich Himmler, éprouve un véritable besoin de créer sa propre mythologie.
Le pouvoir nazi s'approprie le symbole antique de la svastika, comme emblème de leur haine pour les races considérées comme inférieures. La Nonnerbö cherche aussi à discréditer ce qui est considéré comme la science anti-allemande, comme les travaux d'Albert Einstein, pour la seule raison qu'il est juif. La rancœur des nationalistes allemands envers les réussites des scientifiques juifs les conduit à cette conclusion ridicule. Leur science est trop juive et donc elle n'a pas sa place en Allemagne. Et les nazis se sentent donc obligés de promouvoir une autre science, vraiment médiocre, voire carrément absurde. La fierté scientifique de Schaeffer va devoir surmonter une autre épreuve. En effet, selon lui, les élucubrations de Himmler sur l'Atlantide, ainsi que les preuves pseudo-scientifiques apportées par la Nonnerbö, ne sont que des fables sans fondement. Un scientifique comme lui ne peut croire à de telles inepties. Schaeffer espère pourtant profiter de l'expédition nazie pour faire avancer sa carrière. Il était très ambitieux, bien sûr. De plus, il était tout à fait prêt à se servir des gens et des institutions pour arriver à ses fins. Trop impatient de repartir en expédition au Tibet, l'archéologue ne peut résister à la proposition du Reichsführer. Schaeffer vient de faire un pacte avec le diable. Dévoré par l'ambition, il a accepté une mission impossible et le prix de son orgueil sera très lourd. Schaeffer est aussi un homme profondément politique, capable de manipuler n'importe quelle situation à son avantage. Du moins, c'est ce qu'il pense. En 1933, quand Hitler est élu chancelier d'Allemagne, il est en train de terminer son doctorat. Les mesures raciales prises par les nazis provoquent le départ massif des Juifs d'Allemagne, parmi lesquels de nombreux scientifiques. Mais Schaeffer adhère au nouvel ordre et s'enrôle dans l'organisation tentaculaire créée par Himmler, la SS. Dans l'Allemagne nazie, c'est la voie royale pour les jeunes scientifiques ambitieux. Rejoindre les rangs de la SS en 1933 est une décision judicieuse pour Schaeffer. Il ne voulait pas se contenter d'une chaire dans une université. Il cherchait aussi des financements pour ses recherches en histoire naturelle. Il espérait que la SS le soutiendrait. Et il avait raison. Il disait lui-même que la politique servait la science et que la science servait la politique. Donc, il était lui-même conscient de ce genre de passerelle. Et il était logique pour lui de rejoindre un mouvement politique. Il voyait là le moyen d'obtenir la liberté scientifique pour poursuivre ses recherches et accomplir sa mission. Mais Schaeffer se rend vite compte de l'incompatibilité des deux disciplines. Les méthodes scrupuleuses et scientifiques de Schaeffer sont l'antithèse des théories fragmentaires et farfelues du chef de la SS. Si Schaeffer bénéficie du soutien officiel de la SS, il doit aussi en subir les interférences systématiques. La Nonnerbö lui propose des compagnons d'expédition qui partiront au Tibet. Une escadrille de soi-disant archéologues, de mystiques douteux et de pseudo-scientifiques. La Nonnerbö est une curieuse entité. Elle emploie de véritables scientifiques qui sont d'ailleurs probablement un peu honteux. Mais il y a aussi toute une ribambelle de fêlés. Il y a par exemple des énergumènes comme Willy Gutt, aussi appelé Weistor. Un type complètement timbré qu'Himmler considère comme un gourou et un sage. Et les gens comme Schaeffer sont sidérés de croiser quelqu'un comme Willy Gutt. On imagine sa réaction, mais qu'est-ce que je fais ici avec des gens comme ça ?
Pour Schaeffer, la pseudoscience est une hérésie. Au risque de déclencher la colère du chef de la SS, il rejette les candidats proposés par Lahnenerbe. Schaeffer est plus ou moins parvenu à résister aux pressions de la SS. Il a aussi réussi à se tenir autant que possible à l'écart de Lahnenerbe. Il avait obtenu, si on veut, une sorte de semi-indépendance. Au contraire de Lahnenerbe, la vision de Schaeffer est très claire. Il veut conduire des recherches scientifiques objectives au Tibet, par une étude exhaustive du terrain, de la faune et des populations et de leurs us et coutumes. Cette approche holistique de la science et cette volonté d'appréhender la globalité d'un phénomène est en avance sur son temps. Et comme Darwin avait étudié les îles Galapagos, Schaeffer voulait étudier le Tibet. Schaeffer, ainsi que plusieurs naturalistes européens, pensaient que l'Himalaya était le berceau de nombreuses espèces animales, si ce n'est de toutes les espèces animales. Donc pour lui, aller dans l'Himalaya, et précisément au Tibet, était une manière de prendre le problème à la source pour comprendre comment les espèces s'étaient développées et répandues sur la planète. On pensait que le Tibet était comme une source inépuisable d'espèces et qu'il devait s'y produire un phénomène unique du point de vue de la génétique. Schaeffer prend la plume pour écrire un manifeste dans lequel il décrit l'équipe idéale pour l'accompagner en expédition. Je veux une équipe homogène d'un point de vue idéologique, des gens en bonne santé, un esprit de camaraderie conforme aux principes de l'armée. Chaque membre doit maîtriser pleinement son sujet de prédilection, mais doit aussi savoir se montrer versatile. Même si Schaeffer cherche de véritables scientifiques, il doit se conformer aux souhaits du Reichsführer, pour qui chaque recrue doit avant tout être un membre de la SS. Il y avait quand même à cette époque de nombreux universitaires qui n'étaient pas membres de la SS. Pourtant, Schaeffer a dû faire des compromis, en partie pour le prestige qu'un membre de la SS apporterait à la mission, mais aussi pour s'assurer du soutien de Himmler. Désireux de maintenir la vision scientifique de l'expédition, Schaeffer part en tant que zoologue, ornithologue, botaniste et bien entendu chef d'équipe. Le géologue de l'équipe a 24 ans. Il s'appelle Karl Wienert. Ernst Krause, 38 ans, est entomologiste. Un des membres de l'équipe s'intéresserait aux insectes du Tibet, aux papillons, etc. Un autre prendrait des mesures géomagnétiques systématiques à différents endroits de l'Himalaya. On ne peut pas dire que la collecte des papillons soit un acte typiquement nazi, ou que le géomagnétisme soit une discipline très politisée. Pour autant, Schaeffer n'ignore pas l'objet de la mission confiée par Himmler. Trouver la preuve d'une invasion nordique du Tibet. Il accepte un candidat proposé par Lahnenerbe, Bruno Beger, un anthropologue de 26 ans. Bruno Beger, l'anthropologue, est un cas à part. Sa mission est à la fois scientifique et politique. Il doit enquêter sur les liens possibles entre les habitants de l'Himalaya et les Européens. La spécialité de Beger est de décrypter l'héritage racial d'un individu. L'anthropologie raciale repose sur l'étude de la taille des individus, la forme du crâne et les traits du visage. C'est ainsi que l'on distingue la race supérieure aryenne des autres races inférieures. Bruno Beger avait étudié les théories raciales et la mixité raciale en particulier. Il avait travaillé auprès de Hans Gunther, un des spécialistes en sciences raciales les plus éminents de tout le Troisième Reich. Schaeffer a bien compris que l'anthropologie raciale est essentielle à la réussite de sa mission. Il a besoin de Beger, le seul homme capable de lui fournir la preuve qu'Himmler a exigée. Beger et Schaeffer adhèrent en grande partie aux idées qui circulent alors dans l'Allemagne nationale-socialiste.
Pourtant, ils se considèrent comme des scientifiques avant tout. Le problème, c'est qu'ils oublient que dans l'Allemagne nazie, la science et la politique vont de pair. Et on ne fait pas de science sans faire de politique. Himmler pensait que les scientifiques fourniraient suffisamment de preuves pour valider l'expédition et que son rêve de recréer la culture allemande, liée au passé arien, était à portée de main. L'équipe de Schaeffer est désormais formée. Après 1 an de préparation, il est prêt à diriger son expédition au Tibet. Mais la situation géopolitique a changé et le moment est très mal choisi. L'Europe en 1938 est au bord du chaos et la machine de guerre allemande est déjà lancée. Les nazis occupent la Rhénanie, une zone prise à l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Ils avancent désormais vers l'Autriche, un pays germanophone. C'est la première étape de l'expansion territoriale de la Grande Allemagne. La situation internationale n'effraie pas Schaeffer, qui part de Berlin avec son expédition le 19 avril 1938. Mais la guerre en Asie condamne la route qu'il avait choisie pour aller au Tibet. Il doit se résoudre à emprunter un autre chemin, l'Inde. Une option qui risque de provoquer un conflit direct avec l'Empire britannique. Le Tibet est alors un pays autonome, gouverné par un régent et un conseil de ministres. En effet, le jeune Dalai Lama qui vient officiellement d'être reconnu est trop jeune pour gouverner. Malgré cette indépendance, les Britanniques sont les seuls à avoir de l'influence sur le gouvernement tibétain. Les Anglais n'ont pas particulièrement envie de laisser Schaeffer pénétrer au Tibet. Mais ça n'avait pas de rapport avec la guerre. Ils n'ont jamais vraiment aimé que des étrangers organisent des expéditions au Tibet. Et le gouvernement tibétain non plus n'a jamais apprécié que quiconque s'aventure au Tibet en dehors des Britanniques. Schaeffer décide d'emprunter le canal de Suez pour se rendre en Inde. La situation est délicate et il minimise le soutien que la SS apporte à son expédition. Rien ne sert de contrarier les Anglais. Mais un journal nazi publie un article dithyrambique sur l'expédition, mettant en avant ses liens avec la SS. Et avant même son arrivée, les unes des journaux indiens et anglais hurlent au scandale. Un agent de la Gestapo en Inde. Schaeffer et toute son équipe sont accusés d'être des espions allemands. C'est un désastre pour le scientifique. Les autorités britanniques refusent à l'expédition allemande la permission d'entrer en Inde. L'entreprise qu'il a passé tant de temps à mettre sur pied s'effondre avant même d'avoir commencé. Mais encore une fois, le soutien d'Himmler s'avère crucial. Il écrit une lettre de doléances amère au Premier ministre britannique, Neville Chamberlain. Vous savez pertinemment que mon attitude envers tous les sujets de la reine qui se sont rendus en Allemagne n'a été que sympathie et bienveillance. C'est pourquoi je suis plus qu'étonné que les Britanniques puissent traiter un de mes hommes d'une manière aussi brusque, blessante et antipathique. Je n'imagine pas que les autorités britanniques soient assez stupides pour voir en la personne du docteur Schaeffer, que j'ai personnellement missionné, un espion. En dépit de la menace grandissante que l'Allemagne fait peser sur l'Europe, en 1939, l'Angleterre tente à nouveau d'apaiser les tensions avec Hitler. Suite à l'intervention de Himmler, les Anglais cèdent. À l'époque, tout le monde n'a qu'un mot à la bouche, apaisement. L'Angleterre cherche avant toute chose à éviter la guerre. C'est pour cette raison qu'elle souhaite garder autant que possible des relations cordiales avec l'Allemagne. Les autorités britanniques acceptent finalement que Schaeffer pénètre dans le nord de l'Inde pour explorer une province reculée du nom de Sikkim. Il a pourtant l'interdiction expresse d'entrer au Tibet sans un laissez-passer officiel.
Schaeffer, qui n'apprécie pas qu'on lui dise ce qu'il peut faire ou non, doit pourtant accepter les conditions qui lui sont imposées. Une fois arrivé dans la région du Sikkim, Schaeffer engage plus de porteurs et achète des chevaux, de la nourriture et de l'équipement. Malgré l'interdiction britannique, il loue les services de natifs du Tibet. Aux limites de la frontière tibétaine, les membres de l'expédition commencent leurs recherches et accumulent les échantillons afin de les analyser. Un des objectifs de la mission fixée par Himmler est de prouver le lien entre le peuple allemand et la race supérieure atlante. Pour Beger, l'anthropologue, le Sikkim est un lieu particulièrement intéressant. Il y a en Inde de nombreux descendants directs du peuple tibétain. Donc, Beger avait largement de quoi s'occuper. Pour Beger, les races peuplant les régions reculées sont captivantes. Comme le remarque Schaeffer, presque toutes ces tribus ont préservé leur propre culture et leur propre langage. Elles se distinguent aussi par des caractéristiques faciales nettement marquées. Méticuleusement, Beger consigne les dimensions des traits et des visages, compare la couleur des yeux et des cheveux à des échantillons. Avec son équipement de précision, il mesure le moindre détail, ne laissant rien au hasard. Il avait dans ses valises toute une panoplie d'instruments scientifiques. D'ailleurs, on pouvait commander à peu près n'importe quel instrument de mesure pendant le Troisième Reich. Un de ces accessoires farfelus permettait de mesurer la courbure des ongles, par exemple. Pour déterminer l'identité raciale d'un sujet, les spécialistes de l'anthropologie raciale se basent sur la taille du squelette et en particulier celle du crâne. L'indice céphalique est le rapport entre la largeur et la profondeur du crâne. Une tête étroite et allongée de type teutonique indique une descendance d'Europe du Nord. Il mesurait le rapport entre le front et le nez, la distance entre les sourcils, et prenait toutes sortes de mesures complexes. Même si ça nous semble un peu archaïque comme méthode, c'est bien comme ça qu'il déterminait le patrimoine génétique. Le but est de prouver, en prenant toutes sortes de mesures, dont celle du crâne et du visage, que les Tibétains ressemblent physiquement aux Allemands modernes. Si tel est le cas, alors le lien entre les surhommes qui ont vécu au Shangri-La au Tibet et les Allemands modernes sera aisément mis en évidence. Malheureusement pour Beger, les mesures sont prises sur les habitants du Sikkim qui sont petits, bruns et dont la peau est foncée. Il peine à établir un lien avec la race des surhommes qui auraient conquis le Tibet, blonds aux yeux bleus, selon le fantasme du Reichsführer. Pour Himmler, il faut chercher la preuve de l'existence d'une souche dominante parmi les membres de la classe dirigeante issue de la haute société tibétaine. L'intérêt de Beger se porte sur l'aristocratie tibétaine de Lhasa. Il espère trouver une connexion entre l'élite tibétaine et les peuples nordiques. C'est cela qui l'intéresse. Mais les Britanniques ont condamné Schaeffer à moisir au Sikkim, bien loin de la ville de Lhasa. Les semaines passent. Au bout de plusieurs mois, il prend conscience que son expédition est vouée à l'échec s'il ne parvient pas à entrer au Tibet. Il écrit dans son journal « Nous sommes à la frontière tibétaine, aux portes du royaume de nos désirs les plus ardents. Là-haut, tout près de nous, se trouve le passage qui permet de traverser la frontière. » Schaeffer est obsédé par cette frontière. Physiquement, rien ne l'empêche de la franchir. Pas de garde ou de sentinelle, pas de barrière ou de portail, tout juste un hobo, un lieu de prière fait d'un amoncellement de pierres et de drapeaux. Schaeffer est si désemparé qu'il envisage de passer la frontière clandestinement. Le choix est cornélien. S'il désobéit à l'interdiction anglaise, il craint une nouvelle vague de une anti-nazie dans la presse. Mais s'il n'agit pas,
il sait que Himmler sera furieux. Personne au sein de l'expédition ne souhaite rentrer en Allemagne sans être allé au Tibet. C'est une crise grave que traverse Schaeffer. C'est une expédition de grande envergure. Il a consacré beaucoup d'efforts et investi beaucoup de temps. Il doit trouver le moyen de traverser l'Himalaya s'il ne veut pas perdre la face en Allemagne. Il veut à tout prix éviter l'humiliation. Schaeffer est déchiré. Il estime que céder à la tentation serait synonyme de déshonneur. J'ai fait la promesse au vice-roi des Indes de ne pas franchir la frontière tibétaine sans un laissez-passer officiel. Un Allemand ne rompt jamais une promesse. Mais quelle est l'utilité de ce laissez-passer? Il cherche un moyen de se défaire de sa promesse sans devoir la rompre. Et aujourd'hui est son jour de chance. Beger aperçoit à proximité du camp un Tibétain en habit de cérémonie et consigne la rencontre dans son journal. Un Tibétain est apparu. Je me suis empressé de prendre ses mesures. Mais notre interprète nous a chuchoté que cet homme était en fait un proche d'un haut responsable. Il s'agit en effet du conseiller principal d'un homme très influent, Therin Raja, un prince tibétain qui gouverne la province de l'autre côté de la frontière. Schaeffer saisit sa chance. Il compte s'attirer les bonnes grâces de la classe dirigeante tibétaine. Ce numéro de charme pourrait bien lui ouvrir les portes de Lhasa. L'entente est cordiale. Les Allemands servent du thé à leur hôte, comme l'exige le protocole tibétain. Schaeffer se fait passer lui aussi pour un haut dirigeant. Il évoque son amour du Tibet et son ardent désir de se rendre à Lhasa. Les invités reçoivent des cadeaux offerts par l'équipe allemande. Schaeffer leur remet une lettre rédigée en tibétain, implorant leur maître, Therin Raja. Il espère que le prince intercédera en sa faveur auprès des ministres. En attendant la décision du conseil, Schaeffer doit attendre. Alors que l'été 1938 se termine, Schaeffer, esselé, est toujours en position le long de la frontière de l'Inde et du Tibet. Les Britanniques l'ont pris au piège, mais au bout de 5 mois d'attente, une lettre arrive. Elle vient de Lhasa. À Monsieur Schaeffer, le docteur allemand maître des 1000 sciences. La lettre débute par un avis du Conseil, déclarant que l'accès au Tibet sera interdit à tout jamais à tous les étrangers. Mais le ton devient ensuite plus cordial. Néanmoins, votre lettre indique que vos intentions sont purement amicales, dans votre désir de visiter notre pays sacré et ses institutions religieuses. Puis, l'interprète qui lit la lettre à voix haute prononce les mots que tous attendaient. Vous êtes donc autorisé à vous rendre à Lhasa et à y séjourner pendant 14 jours. Leur joie est indescriptible. Les 5 scientifiques allemands sont invités par le Conseil des ministres tibétains pendant 2 semaines. Schaeffer a trouvé le moyen de revenir sur sa promesse. Il tient enfin son laissez-passer. C'était un exploit pour ces scientifiques allemands de pouvoir aller à Lhasa. On peut dire que l'invitation est une belle opération de propagande pour l'Allemagne nazie. D'autant plus qu'à cette époque, les nazis affirment que les Allemands sont plus doués pour entretenir des relations avec les peuples non européens que les Britanniques. Entendant la nouvelle de cette invitation historique, Himmler offre une promotion à tous les membres de l'équipe. Schaeffer notamment devient Hauptsturmführer, c'est-à-dire capitaine de la SS.
Le 19 janvier 1939, Schaeffer aperçoit le palais du Potala, surplombant Lhasa, la vaste forteresse du Dalai Lama. C'est un événement sans précédent. Les 5 hommes sont les premiers Allemands à pénétrer dans la ville sainte. Le conseil tibétain les a officiellement invités, c'est pourquoi Schaeffer s'attend à un accueil de circonstance. Pourtant, un seul représentant du gouvernement vient les saluer. En réalité, un émissaire de la couronne britannique est intervenu auprès du conseil des ministres tibétains qui a changé d'avis sur ses invités. Cette grande réussite allemande risque de se transformer en échec cuisant si l'élite de Lhasa ne donne pas sa bénédiction à l'expédition. Schaeffer, fin stratège, met à profit ses talents politiques. Il redouble d'égards vis-à-vis de ses hôtes tibétains et couvre de cadeaux les ministres et les nobles de Lhasa. L'opération de séduction de Schaeffer à Lhasa montre qu'il est très doué politiquement. Schaeffer essaie d'établir des relations amicales avec le gouvernement tibétain. Or, jusque-là, les Tibétains n'avaient eu affaire qu'au seul gouvernement britannique. Schaeffer choisit tout particulièrement le régent, Retin Rinpoche, qui dirige le Tibet. Persuadé de disposer d'un avantage unique sur les Britanniques, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour se rapprocher de lui. Il décrète que les Tibétains et les Allemands ont un lien commun, la svastika. Depuis des siècles, les Tibétains considèrent le symbole ancestral comme un signe de chance et de pérennité. Schaeffer distribue les cadeaux, arborant l'emblème nazi et insistant sur le fait qu'en Allemagne, le symbole est vénéré. Les Tibétains sont enchantés. Ils ignorent qu'en Europe, au même instant, la svastika représente avant tout l'oppression et la violence. En dépit de cette malhonnêteté intellectuelle, Schaeffer vient de frapper un grand coup. Le régent a ensuite écrit une lettre à Hitler, s'adressant à lui comme le roi allemand et appelant à nouer de plus amples relations entre l'Allemagne et le Tibet et à entretenir l'amitié des deux pays. À Sa Majesté Adolf Hitler, j'ai le plaisir d'annoncer que le docteur Schaeffer et son équipe, qui sont les premiers Allemands à visiter le Tibet, ont été autorisés sans aucune objection à entrer dans le pays. Toute l'assistance requise leur a été fournie dès leur arrivée. Grâce au laissez-passer obtenu par Schaeffer, les Allemands sont autorisés à filmer Lhasa, ses monastères et son cadre médiéval. Ils ont tout loisir d'étudier les rues et les marchés regorgeant de nourriture variée, de vêtements et de bijoux. Mais la mission de Schaeffer n'avance pas. En effet, la lettre envoyée par Lhasa, aussi engageante soit-elle, impose une restriction extrêmement dommageable au projet de Schaeffer et compromet toute son expédition. Toute chasse est prohibée. C'est un revers difficile car il lui est interdit de prélever des spécimens de la faune pour conduire ses recherches. Schaeffer décide de ne pas en tenir compte. Il chasse discrètement, souvent avec une arbalète, parfois avec un fusil, si personne n'est dans les environs. Schaeffer a bien sûr contourné certaines des règles, mais il l'a fait très subrepticement. Beger connaît aussi quelques mésaventures. Au cours d'un festival célébrant la nouvelle année, alors que l'équipe filme d'un peu trop près les magnifiques défilés, les danses et la parade, les moines furieux lancent des pierres, faisant plusieurs blessés. Suite à cet incident, Schaeffer annule une des missions de Beger, celle de mesurer les gens. Il estime que cette pratique imprudente risque d'être perçue comme une provocation. Beger est frustré. Il doit ignorer une extraordinaire diversité d'individus qu'il aurait voulu étudier. Des moines au crâne rasé, des bergers habillés de peau de mouton, des fonctionnaires vêtus de magnifiques choubas et des sujets qu'il décrit lui-même comme beaux, grands et aux traits réguliers. Mais il lui est interdit de collecter la moindre preuve scientifique qui pourrait satisfaire Himmler. L'expédition piétine.
Pourtant, l'Allemagne et le régent ne se sont jamais si bien entendus. Ce dernier prolonge le séjour de l'équipe de scientifiques de 2 semaines à 2 mois. Les Britanniques sont furieux. Schaeffer les a mis sur la touche. Les Anglais craignent tout particulièrement que Schaeffer n'attise la flamme anti-anglaise au Tibet. Et le problème est de plus en plus vif au cours de l'année 1939, à mesure que tout espoir d'apaisement en Europe s'amenuise. En septembre 1938, au nom de cet apaisement, les Britanniques ont rompu les accords de Munich, laissant l'Allemagne nazie occuper les Sudètes, un territoire à majorité germanophone qui fait alors partie de la Tchécoslovaquie. Mais seulement 2 mois plus tard a lieu la nuit de cristal, au cours de laquelle des chemises brunes et des citoyens massacrent 91 juifs. 30 000 juifs sont aussi raflés et envoyés dans des camps de concentration. Ce soir-là, le nazisme révèle son véritable visage. L'apaisement a fait long feu. Les Allemands jouissent toujours de l'approbation officielle du Conseil des ministres tibétains. L'équipe de Schaeffer est ainsi autorisée à quitter Lhasa pour explorer les lieux les plus sacrés du Tibet, des endroits auxquels même les Britanniques n'ont jamais eu accès. Mais alors qu'ils visitent les gorges du Yarlung Tsangpo, une vallée sacrée à l'est de Lhasa, les messages en provenance de Berlin les pressent de revenir au plus vite. Schaeffer aurait voulu rester pour explorer cette région, qui avait été visitée par très peu de personnes. Ça aurait donné un peu plus de cachet à son expédition, et ça lui aurait permis de connaître la gloire en Allemagne. La guerre en Europe semble inévitable. S'il s'attarde trop, les scientifiques risquent d'être faits prisonniers par les Britanniques en tant que combattants ennemis. L'expédition touche à sa fin. En mars 1939, l'Allemagne nazie lance une nouvelle campagne de conquête vers l'Est et établit le protectorat de Bohême-Moravie. L'Angleterre et la Pologne ont signé un pacte d'assistance et toute avancée de l'Allemagne en Pologne ne saurait être ignorée. L'Europe est au bord du gouffre. Schaeffer, un homme pourtant téméraire, commence à douter des intentions britanniques. Il craint d'être arrêté et placé en détention en Inde. Beger écrit dans son journal qu'au cours de l'été 1939, Schaeffer a reçu une lettre de son père qui l'a si profondément troublé qu'il a disparu pendant plus d'1 heure. Son père lui écrivait « La guerre arrive. Mon fils, si j'étais toi, je me contenterais de ce que j'ai trouvé et je rentrerai au pays. » Schaeffer veut absolument collecter tous ces échantillons et ces spécimens, accumuler les données et une fois rentré en Allemagne, les étudier. C'est là sa véritable ambition. Il veut surtout se faire un nom, mais il doit faire vite avant que la guerre éclate. Les autres membres sont également prévenus de l'imminence du danger. Beger écrit dans son journal. Nous nous sommes assis autour du feu pour parler. Tout à coup, nous nous sommes rendus compte qu'une lettre de Berlin comportait le même message que ma femme m'avait envoyé. Les messages annoncent que la guerre commencera après l'été, c'est-à-dire dans seulement quelques semaines. Il est temps de rentrer en Allemagne. En dépit des tensions géopolitiques grandissantes et des craintes de Schaeffer d'être capturé et emprisonné, le retour se passe sans encombre. Les Britanniques leur accordent le droit de passer par l'Inde et les 5 hommes sont rapatriés de Calcutta à bord d'un avion de la British Indian Airways. Mais quelle sera la réaction du chef de la SS, Himmler, en l'absence de la moindre preuve de l'existence du peuple de l'Atlantide ? Déjà inquiets, les 5 scientifiques découvrent qu'ils sont attendus à l'aéroport de Munich par Heinrich Himmler en personne. Le châtiment risque d'être terrible. Mais à leur grande surprise, Schaeffer et ses collègues sont accueillis en héros.
Voilà 5 hommes exemplaires, qui étaient de grands scientifiques et qui représentaient ce que l'Allemagne avait de meilleur. Ils faisaient rayonner l'Allemagne, ils avaient une démarche scientifique, ils avaient le sens de l'aventure. Grâce à eux, l'Allemagne avait l'impression de posséder toutes les qualités, toutes les vertus et toutes les valeurs d'une civilisation moderne au glorieux passé arien. Qu'ils aient été incapables de fournir ce lien de manière tangible est hors de propos. L'expédition se justifiait par elle-même. Himmler est enchanté de l'exploit de Schaeffer. Il a non seulement humilié les Anglais au Tibet, mais il a assis la domination de l'Allemagne dans la région. La propagande autour de cette aventure est sans commune mesure avec les résultats scientifiques concrets qu'elle a produits. Himmler était très satisfait et à l'aéroport, il a serré la main de tous les membres de l'expédition. 27 jours plus tard, l'Allemagne nazie franchit une nouvelle étape pour assouvir sa volonté de domination territoriale et raciale en envahissant la Pologne. La Seconde Guerre mondiale a commencé. Schaeffer a à peine 30 ans quand il rentre héroïquement en Allemagne. Mais quel sera l'impact scientifique de cette extraordinaire expédition au Tibet? En dépit de ses ambitions démesurées, les travaux de Schaeffer tombent dans l'oubli. La plupart des échantillons et des données collectées méticuleusement par les scientifiques sont ignorés, puis perdus dans le tumulte de la guerre. Il n'y a pas non plus de preuve de l'existence d'une race atlante supérieure. Non seulement la mission d'Himmler était folle, mais il l'avait confiée aux mauvaises personnes. En effet, même Bruno Beger estimait avant le départ que l'idée de l'Atlantide nordique était tirée par les cheveux. Beger tentait simplement de déterminer quel brassage génétique existait au Tibet. Je ne pense pas que l'objet de ces recherches ait été de prouver que la race nordique avait conquis et redessiné l'Asie. Bruno Beger a même dit que l'équipe se réunissait parfois autour du feu pour se remémorer les idées les plus saugrenues de Himmler, pour en rigoler. Mais ces hommes étaient avant tout des scientifiques nazis. Et leur travail aux côtés d'un homme dont les crimes dépassent l'entendement a entretenu l'idéologie nazie. Heinrich Himmler reste ce bureaucrate diaboliquement efficace qui instaura un État dans l'État pour mettre en place le plus terrifiant génocide de toute l'histoire de l'humanité. Il faut résister à la tentation de le voir comme un allumé excentrique. Pour échapper à son procès et une condamnation à mort par pendaison, Himmler se suicidera après la guerre. En février 1943, Beger sera envoyé à Auschwitz pour réaliser des masques des visages des prisonniers. Peu de temps après, 109 juifs avec lesquels il a travaillé seront gazés pour les besoins d'un projet tristement célèbre, la collection de squelettes juifs. Beger sera jugé et condamné pour complicité de meurtre en 1971. Il recevra une peine de 3 ans de prison avec sursis. Après la guerre, la carrière prometteuse de Schaeffer s'interrompt. Il accepte un emploi dans un parc animalier au Venezuela, un pays dans lequel de nombreux nazis ont trouvé refuge après 1945. En acceptant de suivre Heinrich Himmler, le diabolique chef de la SS, dans sa quête du fabuleux peuple disparu de l'Atlantide, Schaeffer, l'ornithologue, aura vécu maudit jusqu'à ses derniers jours.
Herbeux de redécouvrir le véritable passé glorieux du peuple allemand. L'État allemand, à cette époque, l'État nazi, au travers d'Heinrich Himmler, éprouve un véritable besoin de créer sa propre mythologie. Le pouvoir nazi s'approprie le symbole antique de la svastika, comme emblème de leur haine pour les races considérées comme inférieures. La Nonnerbeu cherche aussi à discréditer ce qui est considéré comme la science anti-allemande, comme les travaux d'Albert Einstein, pour la seule raison qu'il est juif. La rancœur des nationalistes allemands envers les réussites des scientifiques juifs les conduit à cette conclusion ridicule. Leur science est trop juive et donc elle n'a pas sa place en Allemagne. Et les nazis se sentent donc obligés de promouvoir une autre science, vraiment médiocre, voire carrément absurde. La fierté scientifique de Schaeffer va devoir surmonter une autre épreuve. En effet, selon lui, les élucubrations de Himmler sur l'Atlantide, ainsi que les preuves pseudo-scientifiques apportées par la Nonnerbeu, ne sont que des fables sans fondement. Un scientifique comme lui ne peut croire à de telles inepties. Schaeffer espère pourtant profiter de l'expédition nazie pour faire avancer sa carrière. Il était très ambitieux, bien sûr. De plus, il était tout à fait prêt à se servir des gens et des institutions pour arriver à ses fins. Trop impatient de repartir en expédition au Tibet, l'archéologue ne peut résister à la proposition du Reichsführer. Schaeffer vient de faire un pacte avec le diable. Dévoré par l'ambition, il a accepté une mission impossible et le prix de son orgueil sera très lourd. Schaeffer est aussi un homme profondément politique, capable de manipuler n'importe quelle situation à son avantage. Du moins, c'est ce qu'il pense. En 1933, quand Hitler est élu chancelier d'Allemagne, il est en train de terminer son doctorat. Les mesures raciales prises par les nazis provoquent le départ massif des Juifs d'Allemagne, parmi lesquels de nombreux scientifiques. Mais Schaeffer adhère au nouvel ordre et s'enrôle dans l'organisation tentaculaire créée par Himmler, la SS. Dans l'Allemagne nazie, c'est la voie royale pour les jeunes scientifiques ambitieux. Rejoindre les rangs de la SS en 1933 est une décision judicieuse pour Schaeffer. Il ne voulait pas se contenter d'une chaire dans une université. Il cherchait aussi des financements pour ses recherches en histoire naturelle. Il espérait que la SS le soutiendrait. Et il avait raison. Il disait lui-même que la politique servait la science et que la science servait la politique. Donc, il était lui-même conscient de ce genre de passerelle et il était logique pour lui de rejoindre un mouvement politique. Il voyait là le moyen d'obtenir la liberté scientifique pour poursuivre ses recherches et accomplir sa mission. Mais Schaeffer se rend vite compte de l'incompatibilité des deux disciplines. Les méthodes scrupuleuses et scientifiques de Schaeffer sont l'antithèse des théories fragmentaires et farfelues du chef de la SS. Si Schaeffer bénéficie du soutien officiel de la SS, il doit aussi en subir les interférences systématiques. La Nonnerbeu lui propose des compagnons d'expédition qui partiront au Tibet. Une escadrille de soi-disant archéologues, de mystiques douteux et de pseudo-scientifiques. La Nonnerbeu est une curieuse entité. Elle emploie de véritables scientifiques qui sont d'ailleurs probablement un peu honteux. Mais il y a aussi toute une ribambelle de fêlés. Il y a par exemple des énergumènes comme Willy Gutt, aussi appelé Weistor,
Un type complètement timbré qu'Himmler considère comme un gourou et un sage. Et les gens comme Schaeffer sont sidérés de croiser quelqu'un comme Willy Gutt. On imagine sa réaction, mais qu'est-ce que je fais ici avec des gens comme ça? Pour Schaeffer, la pseudoscience est une hérésie. Au risque de déclencher la colère du chef de la SS, il rejette les candidats proposés par la Neunerbö. Schaeffer est plus ou moins parvenu à résister aux pressions de la SS. Il a aussi réussi à se tenir autant que possible à l'écart de la Neunerbö. Il avait obtenu, si on veut, une sorte de semi-indépendance. Au contraire de la Neunerbö, la vision de Schaeffer est très claire. Il veut conduire des recherches scientifiques objectives au Tibet, par une étude exhaustive du terrain, de la faune et des populations et de leurs us et coutumes. Cette approche holistique de la science et cette volonté d'appréhender la globalité d'un phénomène est en avance sur son temps. Et comme Darwin avait étudié les îles Galapagos, Schaeffer voulait étudier le Tibet. Schaeffer, ainsi que plusieurs naturalistes européens, pensaient que l'Himalaya était le berceau de nombreuses espèces animales, si ce n'est de toutes les espèces animales. Donc pour lui, aller dans l'Himalaya et précisément au Tibet était une manière de prendre le problème à la source pour comprendre comment les espèces s'étaient développées et répandues sur la planète. On pensait que le Tibet était comme une source inépuisable d'espèces et qu'il devait s'y produire un phénomène unique du point de vue de la génétique. Schaeffer prend la plume pour écrire un manifeste dans lequel il décrit l'équipe idéale pour l'accompagner en expédition. Je veux une équipe homogène d'un point de vue idéologique, des gens en bonne santé, un esprit de camaraderie conforme aux principes de l'armée. Chaque membre doit maîtriser pleinement son sujet de prédilection, mais doit aussi savoir se montrer versatile. Même si Schaeffer cherche de véritables scientifiques, il doit se conformer aux souhaits du Reichsführer pour qui chaque recrue doit avant tout être un membre de la SS. Il y avait quand même à cette époque de nombreux universitaires qui n'étaient pas membres de la SS. Pourtant, Schaeffer a dû faire des compromis, en partie pour le prestige qu'un membre de la SS apporterait à la mission, mais aussi pour s'assurer du soutien de Himmler. Désireux de maintenir la vision scientifique de l'expédition, Schaeffer part en tant que zoologue, ornithologue, botaniste et bien entendu chef d'équipe. Le géologue de l'équipe a 24 ans. Il s'appelle Karl Wienert. Ernst Krause, 38 ans, est entomologiste. Un des membres de l'équipe s'intéresserait aux insectes du Tibet, aux papillons, etc. Un autre prendrait des mesures géomagnétiques systématiques à différents endroits de l'Himalaya. On ne peut pas dire que la collecte des papillons soit un acte typiquement nazi, ou que le géomagnétisme soit une discipline très politisée. Pour autant, Schaeffer n'ignore pas l'objet de la mission confiée par Himmler. Trouver la preuve d'une invasion nordique du Tibet. Il accepte un candidat proposé par la Neunerbö, Bruno Beger, un anthropologue de 26 ans. Bruno Beger, l'anthropologue, est un cas à part. Sa mission est à la fois scientifique et politique. Il doit enquêter sur les liens possibles entre les habitants de l'Himalaya et les Européens. La spécialité de Beger est de décrypter l'héritage racial d'un individu. L'anthropologie raciale repose sur l'étude de la taille des individus, la forme du crâne et les traits du visage. C'est ainsi que l'on distingue la race supérieure aryenne des autres races inférieures. Bruno Beger avait étudié les théories raciales et la mixité raciale en particulier. Il avait travaillé auprès de Hans Gunther, un des spécialistes en sciences raciales les plus éminents de tout le Troisième Reich.
Schaeffer a bien compris que l'anthropologie raciale est essentielle à la réussite de sa mission. Il a besoin de Beger, le seul homme capable de lui fournir la preuve qu'Himmler a exigée. Beger et Schaeffer adhèrent en grande partie aux idées qui circulent alors dans l'Allemagne nationale-socialiste. Pourtant, ils se considèrent comme des scientifiques avant tout. Le problème, c'est qu'ils oublient que dans l'Allemagne nazie, la science et la politique vont de pair. Et on ne fait pas de science sans faire de politique. Himmler pensait que les scientifiques fourniraient suffisamment de preuves pour valider l'expédition et que son rêve de recréer la culture allemande liée au passé arien était à portée de main. L'équipe de Schaeffer est désormais formée. Après 1 an de préparation, il est prêt à diriger son expédition au Tibet. Mais la situation géopolitique a changé et le moment est très mal choisi. L'Europe en 1938 est au bord du chaos et la machine de guerre allemande est déjà lancée. Les nazis occupent la Rhénanie, une zone prise à l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Ils avancent désormais vers l'Autriche, un pays germanophone. C'est la première étape de l'expansion territoriale de la Grande Allemagne. La situation internationale n'effraie pas Schaeffer, qui part de Berlin avec son expédition le 19 avril 1938. Mais la guerre en Asie condamne la route qu'il avait choisie pour aller au Tibet. Il doit se résoudre à emprunter un autre chemin, l'Inde. Une option qui risque de provoquer un conflit direct avec l'Empire britannique. Le Tibet est alors un pays autonome, gouverné par un régent et un conseil de ministres. En effet, le jeune Dalai Lama qui vient officiellement d'être reconnu est trop jeune pour gouverner. Malgré cette indépendance, les Britanniques sont les seuls à avoir de l'influence sur le gouvernement tibétain. Les Anglais n'ont pas particulièrement envie de laisser Schaeffer pénétrer au Tibet. Mais ça n'avait pas de rapport avec la guerre. Ils n'ont jamais vraiment aimé que des étrangers organisent des expéditions au Tibet. Et le gouvernement tibétain non plus n'a jamais apprécié que quiconque s'aventure au Tibet en dehors des Britanniques. Schaeffer décide d'emprunter le canal de Suez pour se rendre en Inde. La situation est délicate et il minimise le soutien que la SS apporte à son expédition. Rien ne sert de contrarier les Anglais. Mais un journal nazi publie un article dithyrambique sur l'expédition, mettant en avant ses liens avec la SS. Et avant même son arrivée, les unes des journaux indiens et anglais hurlent au scandale. Un agent de la Gestapo en Inde. Schaeffer et toute son équipe sont accusés d'être des espions allemands. C'est un désastre pour le scientifique. Les autorités britanniques refusent à l'expédition allemande la permission d'entrer en Inde. L'entreprise qu'il a passé tant de temps à mettre sur pied s'effondre avant même d'avoir commencé. Mais encore une fois, le soutien d'Himmler s'avère crucial. Il écrit une lettre de doléances amère au Premier ministre britannique, Neville Chamberlain. Vous savez pertinemment que mon attitude envers tous les sujets de la reine qui se sont rendus en Allemagne n'a été que sympathie et bienveillance. C'est pourquoi je suis plus qu'étonné que les Britanniques puissent traiter un de mes hommes d'une manière aussi brusque, blessante et antipathique. Je n'imagine pas que les autorités britanniques soient assez stupides pour voir en la personne du docteur Schaeffer, que j'ai personnellement missionné, un espion. En dépit de la menace grandissante que l'Allemagne fait peser sur l'Europe, en 1939, l'Angleterre tente à nouveau d'apaiser les tensions avec Hitler. Suite à l'intervention de Himmler, les Anglais cèdent.
À l'époque, tout le monde n'a qu'un mot à la bouche, apaisement. L'Angleterre cherche avant toute chose à éviter la guerre. C'est pour cette raison qu'elle souhaite garder autant que possible des relations cordiales avec l'Allemagne. Les autorités britanniques acceptent finalement que Schaeffer pénètre dans le nord de l'Inde pour explorer une province reculée du nom de Sikkim. Il a pourtant l'interdiction expresse d'entrer au Tibet sans un laissez-passer officiel. Schaeffer, qui n'apprécie pas qu'on lui dise ce qu'il peut faire ou non, doit pourtant accepter les conditions qui lui sont imposées. Une fois arrivé dans la région du Sikkim, Schaeffer engage plus de porteurs et achète des chevaux, de la nourriture et de l'équipement. Malgré l'interdiction britannique, il loue les services de natifs du Tibet. Aux limites de la frontière tibétaine, les membres de l'expédition commencent leurs recherches et accumulent les échantillons afin de les analyser. Un des objectifs de la mission fixée par Himmler est de prouver le lien entre le peuple allemand et la race supérieure atlante. Pour Beger, l'anthropologue, le Sikkim est un lieu particulièrement intéressant. Il y a en Inde de nombreux descendants directs du peuple tibétain. Donc, Beger avait largement de quoi s'occuper. Pour Beger, les races peuplant les régions reculées sont captivantes. Comme le remarque Schaeffer, presque toutes ces tribus ont préservé leur propre culture et leur propre langage. Elles se distinguent aussi par des caractéristiques faciales nettement marquées. Méticuleusement, Beger consigne les dimensions des traits et des visages, compare la couleur des yeux et des cheveux à des échantillons. Avec son équipement de précision, il mesure le moindre détail, ne laissant rien au hasard. Il avait dans ses valises toute une panoplie d'instruments scientifiques. D'ailleurs, on pouvait commander à peu près n'importe quel instrument de mesure pendant le Troisième Reich. Un de ces accessoires farfelus permettait de mesurer la courbure des ongles, par exemple. Pour déterminer l'identité raciale d'un sujet, les spécialistes de l'anthropologie raciale se basent sur la taille du squelette et en particulier celle du crâne. L'indice céphalique est le rapport